Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'enjeu stratégique des données ESG pour les gérants d'actifs. Et nous en parlons avec le président du directoire d'Arkea IS, à mes côtés en plateau, François Deltour. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai repris votre formule en bandeau pour marquer un peu le quart d'heure thématique. Les données ESG, c'est l'or vert des gérants d'actifs. Oui. L'idée que ce soit un enjeu stratégique, ces données ESG, c'est plus un débat aujourd'hui, François. Non, c'est plus un débat, même si on revient un petit peu, tout d'abord, avant de parler des données, juste de parler de l'ESG. Effectivement, quand on est gérant d'actifs aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on investit ou qu'on finance des entreprises ou des projets, et donc on a un rôle forcément très important à jouer dans ce qu'on appelle l'accompagnement des transitions. Donc ça, c'est primordial. Ça fait maintenant de plus en plus partie de notre métier. Et puis, plus globalement, quand on regarde la finance durable au sens large, la finance durable, c'est plus une niche de marché. Je pense que personne ne peut le nier. On a vu un essor très important des stratégies ESG depuis quelques années, et ça témoigne de leur caractère de plus en plus incontournable. Et puis pour finir, évidemment, la réglementation, on va potentiellement pas mal en parler aujourd'hui, mais la réglementation, elle est de plus en plus foisonnante sur ce sujet, et donc on a un régulateur qui nous incite gentiment à de plus en plus insister sur cet enjeu ESG. Mais ce qui est intéressant de partager, je pense, c'est justement le fait que l'ESG devient une matière de plus en plus quantitative. Ah oui. Oui, d'ailleurs, ça se mesure justement quantitativement. Le volume de données ESG qu'on traite aujourd'hui, alors, est peut-être pas loin d'être équivalent au volume de données financières. En tout cas, c'est l'idée qu'un jour, on traitera un volume de données extra-financières, de données ESG, aussi important que le volume de données financières historiques qu'on a traité et qu'on continue de traiter, bien sûr, quand on est investisseur. Oui, c'est vrai, on n'en est pas encore là, je pense, mais effectivement, la masse de données et l'augmentation importante de ces données est vraiment phénoménale. Je vais juste peut-être prendre un exemple. Chez Arkea IS, par exemple, notre nombre de data points ESG est passé en 12 mois de 16 000 à 250 000, fois 15. Incroyable. En un an. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une illustration assez incroyable du choc qu'on a pu avoir et de la dépendance, ou en tout cas de l'intérêt de plus en plus fort des fournisseurs de données ESG et de leur place de plus en plus stratégique au sein de la gestion d'actifs. Ouais. Et ça pose, je pense, des vraies questions aujourd'hui. Je vais en parler rapidement des questions que pose la dépendance vraiment à ces fournisseurs de données. Historiquement, il y avait des fournisseurs de données qui étaient utilisés plutôt pour avoir une note agrégée, une sorte de moyenne qu'on appelle le score ESG. Donc c'était des notes déjà travaillées qui étaient intégrées par des sociétés de gestion et puis utilisées presque comme telles dans des reportings ou dans des aides pour la gestion. Ça, c'est vraiment une approche qu'on n'a pas suivie chez Arkea IS depuis longtemps, une analyse propriétaire, mais c'est de plus en plus quelque chose qui est en train de devenir la norme parce qu'au fur et à mesure que l'ESG devient central dans les gestions, on ne peut pas s'appuyer sur une note qu'on ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on utilise des fournisseurs de données extra-financières pour nous apporter ce qu'on appelle de la donnée brute. La donnée brute, c'est une donnée du type consommation carbone, émissions CO2 d'une entreprise, taux de féminisation d'un board ou d'une entreprise. Donc c'est des données dont la plupart, on pourrait les retrouver dans les rapports annuels ou sur les sites internet des entreprises. Et donc l'apport premier de ces providers de données extra-financières, c'est finalement de faire le travail un petit peu de petite main, d'aller chercher les données là où elles sont, et puis de les donner en accès libre, payant bien évidemment, mais en tout cas en accès libre, avec des formats intéressants pour pouvoir ensuite les manipuler, appliquer les règles de calcul des sociétés de gestion pour ensuite pouvoir obtenir des scores ESG qui sont relatifs et en tout cas qui traduisent la conviction de la société de gestion. Petite parenthèse sur les investissements que ça implique, quand même, c'est un vrai sujet industriel, François. 250 000 points de données brutes ESG, donc de la donnée qu'il faut aller chercher, sélectionner les providers en fonction de la qualité des données qu'ils peuvent apporter pour vous en tant que gérant d'actifs, des données qu'il faut traiter, qu'il faut raffiner, qu'il faut comprendre, qu'il faut lire. Enfin, derrière tout ça, c'est quand même des investissements, j'imagine, pour une société comme Arkea IS ou d'autres. En termes d'investissement, c'est majeur. Juste peut-être quelques chiffres un peu sur le marché. Le marché de la donnée ESG, de la recherche ESG, il est évalué aujourd'hui à $1 milliard. Et surtout, au-delà de ce chiffre en absolu, qui est difficilement comparable à quelque chose d'autre, c'est surtout la croissance qui est importante. Les 5 dernières années, on estime à peu près que la croissance a été de 25% par an.
Donc ça, c'est quand même colossal. Il y a peu de secteurs qui ont une croissance de 25% par an. Donc ça démontre à quel point cet univers des données est devenu un enjeu stratégique, ce que j'appelle l'or vert, justement, de l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, partant des 250 000 points de données que vous avez sur l'ESG, François, ça vous permet de couvrir quand même tous les grands domaines de l'ESG, domaine environnement, social, de gouvernance? Est-ce qu'il y a encore ici et là des poches peut-être de faiblesse en matière de données, parce que ces données n'existent pas, parce qu'elles sont difficiles peut-être à aller chercher, parce qu'elles sont mal reportées peut-être aussi par les entreprises? Il y a plusieurs sujets intéressants dans la question que vous posez. Le sujet peut-être le premier, c'est sur un peu le périmètre des données. Sur le périmètre des données, aujourd'hui on a un bon ce qu'on appelle coverage en termes de périmètre des données. Après il y a toute la question derrière qui est la question du contrôle. Il est très clair que la société de gestion est responsable de la qualité des données qu'elle met dans son reporting. Elle est responsable des données qu'elle utilise comme input pour aider la gestion. L'AMF le rappelle bien, donc la société de gestion a un devoir de contrôler ces données. Force est de constater aujourd'hui qu'il y a pas mal encore de sujets à propos de la qualité de ces données. Et sur la complétude en termes de est-ce qu'il y a des périmètres qui sont peu couverts aujourd'hui, il y a effectivement pas mal de réflexions sur le fait que les providers, de plus en plus, en tout cas on peut le voir, il y a des grands géants, mais au fur et à mesure qu'on fait des due diligence, qu'on regarde et qu'on précise notre besoin, on voit de plus en plus que certains providers se détachent pour la qualité de leur approche sur tel ou tel set de données. Donc on a aujourd'hui un peu deux enjeux contradictoires. On a d'un côté l'enjeu coût, vous en avez parlé. On a quelque chose qui coûte de plus en plus cher, quelque chose dont la complexité augmente. Donc on a le souhait de faire ce qu'on a pu faire sur les données financières il y a quelques années, c'est-à-dire de rationaliser. Et puis de l'autre côté, on a, pour un univers toujours en mouvement, une nécessité d'aller chercher les données plus justes, et le besoin de recourir à un nombre assez important de prestataires. Donc vraiment, besoin de rationalisation d'une part, donc en théorie, réduire le nombre de prestataires, de fournisseurs de données, et en même temps, un besoin d'être le plus pertinent sur telle ou telle thématique ou sous-thématique, et donc le besoin de faire appel à plusieurs providers indépendants. Si on regarde les prochaines étapes, si on se projette un peu là sur les prochaines étapes qui vont structurer ce marché ou ces marchés des données ESG, François, je comprends qu'on est encore dans la course, dans la quête de la donnée, et pas encore dans la phase, vous disiez, ou d'industrialisation, ou d'automatisation, de systématisation du traitement de ces données. En fait, on fait un peu les deux choses en même temps. Vous avez raison, Grégoire, ça va être un des challenges importants des années à venir. C'est-à-dire qu'on a besoin de données qui sont de qualité, avec des process de plus en plus rapides, de plus en plus robustes, de plus en plus automatisés, d'autant plus que cette donnée, on la retrouve dans des reportings. Juste à titre illustratif, il y a eu l'entrée en vigueur de SFDR niveau 2 au mois de janvier dernier, énormément d'implications et notamment un renforcement de tout ce qui est quantitatif autour de l'ESG. Aujourd'hui, tous les fonds, tous les produits doivent avoir une annexe à leur prospectus, et dans cette annexe doit être mentionné le pourcentage minimum, donc un chiffre sur 100, pourcentage minimum d'investissement durable. Donc gros sujet autour de l'informatique, il faut être extrêmement agile, extrêmement rapide pour mettre en œuvre des réglementations qui sont très détaillées mais pas forcément normées, donc avec une large part laissée à l'interprétation. Et quand il y a une large part laissée à l'interprétation, ce qu'on appelle tous de nos voeux, c'est pour une partie qui a au moins une certaine normalisation entre les acteurs pour qu'une comparabilité puisse s'établir. Et cette comparabilité, donc, elle va sans doute s'établir. Donc ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire qu'il va falloir changer certaines méthodologies qui ont pu être développées, et donc les changer rapidement, pouvoir les changer dans les systèmes, et donc ça empêche une automatisation absolue. Donc on va, je pense, pendant encore quelques années, naviguer entre agilité et nécessaire automatisation. D'autant que c'est un truc qui me frappe aussi dans la séquence réglementaire en Europe, SFDR, donc la réglementation qui oblige les gérants d'actifs à qualifier effectivement chacun de leurs fonds en fonction d'un degré de durabilité, pour dire les choses simplement. C'est que la réglementation sœur pour les corporates, CSDR, n'est pas encore en application. C'est-à-dire que pour l'instant, les corporates sont encore en phase de balbutiement du reporting de leurs données extra-financières et de la standardisation de ces données-là qui vont être fournies aux gestionnaires d'actifs. Oui, là, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on a même 3 étages. C'est-à-dire on doit le distributeur qui doit demander à ses clients leurs préférences en termes, par exemple, de durabilité. Oui, le questionnaire, là, ça y est. Voilà, le questionnaire, c'était août dernier. Ils doivent obtenir ces informations de leurs gérants d'actifs. Les gérants d'actifs doivent faire ça à partir de janvier, premier décalage.
Deuxième décalage, c'est celui que vous mentionnez, c'est le fait que des entreprises européennes, des émetteurs de taille moyenne, vont être obligés à partir de 2025, c'est la réglementation CSRD, vont être obligés justement de reporter de manière beaucoup plus fournie qu'aujourd'hui sur tout un set de métriques qui puissent, on l'espère, être comparables. Ça devrait normalement être audité et ça devrait être mis à disposition. Pas de format qui est précis aujourd'hui, mais mis à disposition des gérants. Et ça, c'est vraiment appelé de nos voeux par toute la profession, parce que ça va enrichir considérablement le set de données qui va pouvoir être utilisé pour faire des analyses ESG. Après, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas CSRD qui va permettre aux gérants de réduire malheureusement le coût de l'ESG. Aujourd'hui, le coût de l'ESG, tout le monde le paye, in fine, c'est quand même aussi une partie le client, parce qu'on a notamment des data providers qui facturent, et c'est normal, le coût de leurs prestations. Avec CSRD, on aura sans doute plus de données, mais la donnée, elle va toujours être disséminée à droite à gauche, donc il y aura besoin des data providers pour faire ce que je disais tout à l'heure, savoir aller chercher cette donnée, la mettre en qualité et la fournir. On ne peut pas imaginer un modèle où ces données seraient accessibles gratuitement à tout à chacun ? C'est aussi quelque chose que la place française, évidemment, appelle de ses voeux, la place de la gestion d'actifs. On a parlé un petit peu de ce que l'ESA, le European Single Access Point, qui est en fait, c'est pas encore une directive ou autre, mais en tout cas, c'est un projet qui, dans le cadre de l'Union des marchés des capitaux, vise à offrir une plateforme unique open source pour justement avoir accès à ces données. Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises, elles mettraient leurs données sur cette plateforme et les sociétés de gestion y auraient accès de manière gratuite et de manière normée. Donc ça, évidemment, on l'appelle de nos voeux. C'est pour l'instant quelque chose qui est encore dans les limbes et dont le contour n'est pas précisément défini. Pour conclure, François, et c'était la fin du débat, effectivement, sur la question de l'autonomie stratégique en Europe, mais qui rejoint l'idée que ce dont on parle là, ça fait partie justement des enjeux de souveraineté, peut-être pour l'industrie financière ou l'industrie de la gestion d'actifs en Europe. Oui, on parle beaucoup aujourd'hui de réindustrialisation de la France, réindustrialisation de l'Europe. Finalement, dans ce domaine, on a aussi un enjeu de souveraineté. On a pu voir ces dernières années que beaucoup d'agences de notation extra-financière à la base européenne étaient rachetées par des géants anglo-saxons de l'analyse financière. Donc à court terme, pas vraiment de changement. Ils continuent à avoir leur capacité d'analyse en Europe de façon locale, mais à moyen terme, on peut se poser la question, elle est normale, elle est légitime. Est-ce que finalement, cela ne va pas aboutir au fait que ces agences vont pouvoir influencer la réglementation européenne pour essayer d'impulser une norme, une façon de voir le marché qui n'est pas forcément la façon européenne de le faire. C'est maintenant que ça se construit. Merci beaucoup François. François Deltour qui nous éclairait donc sur ces enjeux autour des données stratégiques que sont les données ESG aujourd'hui. François Deltour, président du directoire d'Arkea IS, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.